Ses admirateurs l'ont surnommé le plus grand espion de tous les temps. Ses détracteurs le voient seulement comme un conteur et un escroc. Sidney Reilly, la figure énigmatique connue sous le nom d'As des espions, était un homme aux multiples visages et encore plus de secrets. Poussé par l'opportunisme et la recherche de son propre intérêt, il était un maître du déguisement, un linguiste talentueux et un homme d'affaires non conformiste qui comprenait le pouvoir de l'information et de l'influence dans un monde au bord de la guerre. Des champs pétrolifères d'Iran aux couloirs du pouvoir à Londres, Saint-Pétersbourg et New York, certaines des aventures de Reilly semblent dépasser le domaine du possible, et dans bien des cas, elles l'étaient probablement. Sa vie est un mélange de demi-vérités, d'embellissements et de fabrications élaborées. Patriote au service de l'Empire britannique ou simple mercenaire motivé par l'intérêt personnel. Un espion brillant ou un charlatan habile? Qui était vraiment celui qu'on appelait l'as des espions? La réponse, tout comme l'homme lui-même, reste enveloppée de mystère, nous laissant nous demander où s'arrête la vérité et où commence la légende. Il est généralement admis que Sidney Reilly est né sous le nom de Zygmunt Rosenblum, à Odessa, en Ukraine, en 1874. Il était le fruit d'une union illicite entre une femme russe d'origine polonaise et son médecin juif venu de Vienne. Sa mère réussit à dissimuler cette liaison, et le jeune garçon fut élevé par sa mère et son père légal, un colonel de l'armée russe. Ville portuaire animée sur la mer Noire, Odessa était une cité cosmopolite avec une importante population juive et un vilain courant sous-jacent d'antisémitisme. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse au-delà de cela, et son histoire reprend lorsqu'il fréquente l'université de Vienne pour étudier la chimie. En tant qu'étudiant, il aurait rejoint un groupe politique socialiste appelé les Amis de l'Illumination, et s'est rapidement retrouvé en difficulté avec l'Okhrana, la police secrète impériale russe. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Cependant, ses activités étaient insuffisantes pour qu'il soit emprisonné pendant un certain temps par le régime tsariste. Ses relations familiales ont facilité sa libération. À ce moment-là, sa mère était morte et un oncle révéla à Zygmunt et à la famille la vraie origine du jeune homme. La révélation de son illégitimité, de ses origines juives et ses problèmes judiciaires marquèrent un tournant pour le jeune homme, le poussant à prendre une décision radicale sur son avenir. Zygmunt Rosenblum prévoyait de fuir les pogroms de sa Russie natale et de se réinventer complètement. Après avoir simulé sa mort à Odessa, il prit le nom de Pedro et se cacha sur un bateau pour l'Amérique du Sud. Arrivé au Brésil, il passa les 3 années suivantes à faire des petits boulots, y compris lorsqu'il fut recruté comme cuisinier par 3 officiers de l'armée britannique menant une expédition pour explorer la jungle amazonienne alors qu'ils étaient en poste à la mission britannique Rosenblum. Il racontera plus tard comment, lors d'une attaque menée par un groupe de membres de tribus locales, il sauva la vie d'au moins 2 Britanniques du groupe d'expédition. L'un de ces hommes était le major Fothergill, qui se trouvait justement travailler pour les services secrets britanniques. Cet acte d'héroïsme, ou était-ce peut-être une habile invention ultérieure, permit à Rosenblum d'obtenir une belle somme d'argent, un billet de bateau pour l'Angleterre, mais surtout un passeport britannique. Cependant, cette histoire n'est qu'une version défecte. Un autre récit situe Rosenblum à Paris plutôt qu'au Brésil, juste avant le tournant du XXe siècle. À Paris, il travaillait apparemment pour l'Okhrana, espionnant les radicaux russes. Selon l'histoire, il s'est enfui en Angleterre après que lui et son officier traitant ont tué 2 anarchistes voyageant dans un train. Rosenblum et son agent se sont enfuis avec une grosse somme prise à leurs victimes, suffisante pour financer leur fuite en Angleterre. Quelles que soient les circonstances, Rosenblum, utilisant pour la première fois le prénom Sidney, est arrivé à Londres en 1895. Il n'était pas rare que les immigrants juifs russes adoptent une nouvelle identité en arrivant en Grande-Bretagne. Le besoin d'un nouveau départ n'était pas réservé uniquement à ceux qui fuyaient la justice. Souvent, ces immigrants fuyaient la persécution et pensaient qu'un nouveau nom et une nouvelle origine faciliteraient leur intégration, leur sécurité et l'accès à de meilleures opportunités.
L'année suivante, Sidney Rosenblum s'était établi comme chimiste consultant, exerçant d'abord sous le nom de Rosenblum et compagnie, qu'il changea rapidement pour la société de préparation Ozone. Bien qu'il n'ait jamais fini ses études en chimie, il vivait de la vente de médicaments brevetés ou de prétendus remèdes miracles à un public désespéré et crédule. Pourtant, les affaires n'allaient pas aussi bien qu'il l'espérait, mais lorsqu'il prit un nouveau patient, un révérend londonien riche mais souffrant nommé Hugh Thomas, il vit la possibilité que sa fortune prenne un tournant favorable. Le révérend Thomas, sexagénaire, était marié à Margaret Callahan Thomas, bien plus jeune que lui. Pendant qu'il soignait le bon révérend, Rosenblum devint un bon ami de la famille Thomas et, comme il devint vite évident, il était plus qu'un ami pour Margaret. Alors que le révérend Thomas était soigné par Sidney Rosenblum, il est mort soudainement d'une insuffisance cardiaque. Une semaine avant sa mort, il avait désigné sa femme Margaret comme exécutrice testamentaire et légataire universelle. Aucune autopsie n'a été réalisée. Et le révérend Thomas a été enterré dans les 3 jours. À peine le cercueil du révérend avait-il été descendu que Sidney et Margaret se sont mariés. Sidney Rosenblum, en un seul coup, s'était assuré une épouse, une fortune considérable, et quelque chose qu'il désirait encore plus, une base légale pour angliciser son nom de famille juif. Le mariage a été enregistré sous le nom de famille Riley, et ainsi, pour la première fois, le juif russe d'Odessa a adopté la personnalité d'un Irlandais, nommé Sidney George Riley. Le changement de nom a sans doute aussi été encouragé par Scotland Yard, marquant un tournant décisif dans sa vie. Cela a renforcé sa volonté de rompre avec son passé et d'adopter une nouvelle identité pour évoluer dans le monde de l'espionnage. Depuis son arrivée en Angleterre, 3 ans plus tôt, Sidney Riley travaillait également comme informateur pour la Special Branch de Scotland Yard, dirigée par William Melville. La Special Branch a été créée en 1887 et était chargée de lutter contre la subversion, notamment en surveillant les activités des communautés d'émigrés russes et polonais. Melville voyait l'intérêt de créer un réseau d'informateurs dans ces communautés. Cependant, les barrières linguistiques et culturelles rendaient mandat difficile pour les agents d'infiltrer directement ces groupes. Riley, avec son réseau de contacts grandissant et sa maîtrise du russe et de l'anglais, est devenu un atout précieux pour Melville. L'argent que Riley recevait de la Special Branch pour les informations qu'il recueillait sur les radicaux russes connus servait à financer son train de vie luxueux. Ses affaires et ses missions pour Scotland Yard l'ont mené à travers l'Europe, de l'Espagne et de l'Italie jusqu'au Caucase. Même ainsi, au tournant du XXe siècle, Sidney Riley manquait d'argent. Lorsqu'il apprit par son réseau de Scotland Yard que les Russes enquêtaient sur un réseau de contrefaçon de roubles opérant à Londres, il décida qu'il valait mieux pour lui et sa femme de déménager. Leur choix. Port Arthur, Mandchourie. En 1900, Sidney et Margaret quittèrent l'Angleterre pour l'Est. À cette époque, Port Arthur était une base navale russe d'une importance stratégique et un point focal des tensions entre la Russie et le Japon. Les 2 empires nourrissaient des ambitions impérialistes concurrentes en Mandchourie et en Corée. À son arrivée à Port Arthur, Riley prit l'identité d'un vendeur de bois, saisissant l'occasion de s'engager dans diverses entreprises commerciales qui prospéraient dans le sillage du conflit régional imminent. Il s'associa rapidement à Moïse Ginsburg, un homme d'affaires influent dont l'entreprise était le principal fournisseur de la flotte russe du Pacifique. La maîtrise de plusieurs langues par Riley et son sens aigu des affaires firent de lui un atout essentiel dans ses entreprises, devenant à son tour un important importateur de bois américain. Cependant, l'esprit d'entreprise de Riley n'était pas la seule chose qu'il mettait à profit pendant son séjour dans la forteresse navale. On pense qu'il a continué à exploiter son réseau d'officiers de marine et d'hommes d'affaires pour recueillir et partager des informations à la fois pour les services de renseignement britanniques et japonais. Certains témoignages indiquent qu'il aurait transmis des informations essentielles sur l'essor de la marine russe, aidant possiblement la stratégie militaire japonaise contre la Russie. Lorsque la guerre russo-japonaise a commencé le 8 février 1904 par une attaque surprise des Japonais contre les Russes à Port Arthur, Riley a décidé qu'il était à nouveau temps de prendre la fuite. Cette fois, il a laissé derrière lui sa femme Margaret, dont il s'était éloigné.
En 1904, Sidney Riley réapparut à Paris. Le moment était, comme toujours, opportun. Alors que l'importance du pétrole comme carburant, en particulier pour les marines des empires, devenait de plus en plus évidente, Sidney Riley se retrouva impliqué dans une négociation à enjeux élevés qui allait façonner l'avenir des intérêts énergétiques britanniques. 3 ans auparavant, en 1900, l'homme d'affaires britannique William Knox D'Arcy avait obtenu une concession de 60 ans du gouvernement perse, l'actuel Iran, pour explorer le pétrole. Cependant, M. D'Arcy eut vite du mal à réunir les capitaux pour développer les champs pétrolifères prometteurs. L'amirauté britannique reconnut l'importance stratégique de garantir un approvisionnement fiable en pétrole pour la Royal Navy et s'inquiétait profondément de la possibilité que les droits pétroliers tombent entre des mains étrangères. L'amirauté voulait donc convaincre M. D'Arcy de céder les droits pétroliers à un consortium britannique. Les Britanniques savaient qu'ils rivalisaient avec la famille Rothschild, qui allait bientôt rencontrer M. D'Arcy et risquait de lui faire une offre irrésistible. William Melville, le maître espion du Secret Intelligence Service de Riley, lui confia la mission de découvrir les détails de l'offre des Rothschild à M. D'Arcy et de trouver un moyen de convaincre l'homme d'affaires de vendre plutôt au gouvernement britannique. La négociation avec M. D'Arcy devait avoir lieu sur la Côte d'Azur à bord du yacht des Rothschild. Riley élabora rapidement un plan astucieux pour infiltrer cette réunion. L'histoire raconte que Sidney Riley s'est déguisé en prêtre collectant des fonds pour un orphelinat local et a pris un bateau jusqu'au yacht. En disant à ceux qui étaient à bord qu'il cherchait des aumônes pour les pauvres, il fut autorisé à monter à bord. Il aurait alors réussi à approcher discrètement M. D'Arcy, lui remettant un pamphlet contenant un message caché indiquant qu'il agissait au nom du gouvernement de Sa Majesté. La note disait que le gouvernement britannique serait prêt à doubler toute offre faite par les Rothschild. M. D'Arcy n'a pas révélé que le prêtre à bord du yacht était en réalité un imposteur et a accepté un rendez-vous ultérieur avec Riley. L'ingéniosité de Riley et la persévérance de l'amirauté britannique ont finalement payé. En 1905, un accord a été signé entre M. D'Arcy et la Burma Oil Company, gardant ainsi les droits pétroliers sous contrôle britannique. Cet accord a ouvert la voie à la création de l'Anglo-Persian Oil Company, qui allait plus tard devenir le géant de l'énergie connu aujourd'hui sous le nom de British Petroleum ou British Petroleum. Après l'affaire D'Arcy, Sidney Riley retourna pour la première fois en Russie et s'installa à Saint-Pétersbourg. Là-bas, il a lancé diverses entreprises, profitant de l'industrialisation rapide et du réarmement naval de la Russie. Au milieu de toutes ces tractations, Riley fit la connaissance d'une femme nommée Nadine Massino. Elle était la belle épouse de l'aide de camp d'un haut ministre russe chargé d'attribuer les contrats de construction navale. Sidney et Nadine commencèrent une liaison, puis Nadine divorça pour qu'ils se marient. Riley, cependant, n'avait aucune de ces intentions, sa relation avec Nadine ayant été principalement motivée par le désir de se rapprocher autant que possible du mari de sa maîtresse. Pour compliquer davantage ce dilemme romantique, l'arrivée de sa femme séparée, Margaret, qui débarqua à l'improviste à Saint-Pétersbourg, fut un choc. De façon surprenante, elle cherchait un soutien financier de la part de son mari. Riley décida que tout cela était trop à supporter et qu'il était grand temps de faire un nouveau déménagement international. Alors que l'Europe sombrait dans le chaos de la Première Guerre mondiale, en 1914, Sidney Riley jugea préférable de s'installer à New York. Là-bas, il travailla comme entrepreneur de guerre, négociant des contrats de munitions pour la Russie. Il amassa une fortune considérable pendant cette période, et ainsi il se préoccupait moins de la guerre en Europe que de ses relations personnelles. Sa maîtresse de Pétrograd, Nadine Massino, n'était pas une femme à mépriser. En 1915, elle suivit son amant à New York en voyageant sous le nom de Nadine Zaleski. Elle envoya un télégramme à Riley pour l'informer de son arrivée. Elle envoya aussi un télégramme à la police de New York pour signaler que Riley faisait venir une femme dans l'État à des fins immorales. C'était un crime selon la loi Mann, une loi fédérale qui interdisait le transport de femmes d'un État à l'autre à des fins immorales, telles qu'elles étaient définies par la loi. Lorsque Nadine arriva à New York le 15 février 1915, la police arrêta immédiatement Riley.
Pour éviter des poursuites, il a été forcé d'épouser Nadine. La cérémonie a eu lieu le lendemain à Manhattan. Bien sûr, Riley était encore marié à Margaret, ce qui compliquait la situation. Riley a menti sur son âge et son statut marital, se disant célibataire, face à l'illégalité des mariages bigames. Il a dit qu'il était le fils de George et Pauline Riley de Clonmel, en Irlande. Le mariage a été dûment enregistré, faisant de Riley un bigame. Les affaires de Riley étaient tout aussi difficiles à cette époque. L'abdication de Nicolas II le 15 mars 1917 a marqué la fin de l'Empire russe, de la dynastie Romanov et du rôle de Riley comme trafiquant d'armes pour la Russie. Lorsque la monarchie russe est tombée, le gouvernement britannique a repris ses contrats. Les difficultés tant dans sa vie personnelle que dans ses affaires ont poussé Riley à envisager un nouveau départ. En octobre 1917, il s'est rendu au Canada où il s'est engagé dans le Royal Flying Corps. Il a suivi sa formation de pilote à Toronto, après quoi il a été affecté en Angleterre, où il est arrivé le jour de l'an 1918. Il a affirmé que sa décision venait d'un idéal et d'un désir de servir sa nation d'adoption. Pourtant, il est plus probable qu'il y voyait un moyen de faire progresser sa carrière dans le renseignement. Durant le séjour de Riley aux États-Unis, Sir Mansfield Cumming, chef du Military Intelligence, ordonna à ses agents, le colonel Norman Thwaites et Sir William Wiseman, de le surveiller et de maintenir le contact avec lui. L'arrivée de Riley en Angleterre comme officier du Royal Flying Corps était une belle occasion pour le Military Intelligence, CIS, de le rencontrer. Le 13 janvier 1918, Riley a rencontré le Military Intelligence, CIS, et a officiellement postulé pour un poste de renseignement. Lors de la préparation de sa candidature, le Military Intelligence 5 a enquêté sur lui, surveillant son logement sur Ryder Street. Après avoir observé ses activités à Londres et dans ses environs, le Military Intelligence 5 l'a jugé très respectable. Le Military Intelligence 6 avait toutefois des doutes sur les antécédents et la fiabilité de Riley, notamment des soupçons d'espionnage pour le Japon à Port Arthur et de trafic d'armes et de fausses monnaies. Malgré cela, Sir Mansfield Cumming choisit de recruter Riley, voyant en lui un homme capable d'obtenir des informations et de nouer des contacts là où d'autres échouaient, faisant de lui un candidat aussi attrayant que controversé pour le Military Intelligence 6. Ce que Riley a réellement fait à ses débuts au Military Intelligence 6 n'est pas très clair. Certains disent qu'il a été envoyé en Allemagne et a infiltré l'état-major général allemand. D'autres affirment qu'il s'est faufilé à travers les lignes allemandes pour dérober des renseignements inestimables sur la flotte navale allemande. Quoi qu'il ait fait, c'est vers la fin de la Grande Guerre, alors que des troubles régionaux éclataient dans la patrie de Riley, qu'on lui confia sa mission la plus difficile à ce jour. En 1917, la Russie se trouvait en pleine révolution. Les bolcheviks menés par Lénine ont pris le pouvoir en novembre 1917. Le choc de ce bouleversement politique a dépassé les frontières russes. Les Britanniques voulaient à tout prix que la Russie reste en guerre pour forcer l'Allemagne à combattre sur deux fronts. Les pires craintes des Alliés se sont confirmées quand la Russie et les puissances centrales ont signé le traité de Brest-Litovsk le 3 mars 1918. Les Alliés jugeaient essentiel pour leur stratégie que la Russie reprenne le combat. Pour rallier les anti-bolcheviks contre les révolutionnaires rouges et instaurer un gouvernement pro-allié, les services de renseignement britanniques utilisèrent leur tout secret. Bien que Riley ait été principalement motivé par ses propres intérêts égoïstes et son désir de réussir, s'il y avait bien une chose qu'il détestait, c'était le bolchevisme. Il voyait cette idéologie comme une grave menace pour le monde civilisé et estimait qu'il fallait l'éliminer dès le début avant sa propagation. Il avait un intérêt personnel pour l'identité nationale de la Russie et accepta donc rapidement sa nouvelle mission. En mai 1918, Sidney Riley a été envoyé à Moscou par Cummings. Il arriva en ville alors que la révolution atteignait son sommet sanglant, chargé d'une mission quasi impossible. À tout prix, ramener la Russie dans la guerre. Riley n'était pas seul à travailler.
Il s'est associé, entre autres, à un autre agent du renseignement britannique, George Alexander Hill, Robert Bruce Lockhart, qui était le représentant britannique auprès du gouvernement soviétique, et Ernest Boyce, le chef de la station Secret Intelligence Service à Moscou. La contre-révolution planifiée par Riley et ses complices a rapidement commencé à prendre de l'ampleur. Riley, selon certains, a réussi à infiltrer l'appareil de sécurité entourant les principales figures bolcheviques. Très vite, un réseau d'hommes et de femmes mécontents, lassés du communisme, de sa violence sans fin et des pénuries alimentaires, s'est développé. Comme d'habitude, Riley avait une maîtresse dans chaque ville. À Moscou, il vivait avec Elisaveta Oten. À Petrograd, il a payé 20 000 roubles à Saint-Pétersbourg et Pamplul à sa petite amie Olga Starzakaya pour acheter et meubler un appartement. Il y avait de nombreuses façons d'aborder sa mission, mais Riley, qui n'a jamais eu peur de voir grand, a élaboré un plan qui allait un peu au-delà de son mandat officiel. Il voulait rallier les régiments lettons en Russie contre les bolcheviks pour l'aider à capturer Lénine et son principal bras droit, Léon Trotsky. Les lettons, malgré leurs différences culturelles et religieuses, étaient devenus très loyaux envers la Russie après avoir été chassés de Lettonie par les Allemands. En juin 1918, leurs militaires étaient devenus essentiels au régime soviétique. Les régiments lettons étaient en charge de garder des positions clés, du Kremlin aux réserves d'or russes et aux dépôts de munitions. Ils constituaient aussi la colonne vertébrale de l'armée rouge et surtout la garde rapprochée de Vladimir Lénine et de ses généraux. Si un nombre suffisant d'entre eux pouvait être retourné, Riley avait une chance de réussir sa plus grande opération secrète à ce jour. En assumant l'identité fictive du camarade Rilinski, officier dévoué de la Tchéka, Riley parvint à infiltrer l'appareil de sécurité entourant les principales figures bolcheviques et commença à développer un réseau d'hommes et de femmes déjà lassés du communisme, de sa violence sans fin et de ses pénuries alimentaires. Son plan prenait forme à mesure qu'il nouait des contacts et diffusait la dissidence. Le grand plan de Riley devait avoir lieu le 28 août 1918 au Grand Théâtre de Moscou. C'est là que Lénine et Trotsky devaient s'adresser au Grand Comité soviétique. Lorsque le signal serait donné, l'intention était que la garde lettonne stationnée dans le théâtre verrouille les portes et braque ses fusils sur le public. Trotsky et Lénine devaient être arrêtés devant leurs plus fervents partisans et acolytes. Riley ne voulait pas au départ exécuter les dirigeants bolcheviques, car cela risquait d'en faire des martyrs soviétiques. Riley pensait à quelque chose de plus nuancé. Il prévoyait de faire défiler Lénine et Trotsky dans les rues de Moscou en sous-vêtements. C'était un spectacle visant à ruiner leur pouvoir par le ridicule, non par le martyre. Sidney Riley savait que si son plan réussissait, il changerait l'histoire. Lui et ses complices étaient cependant inconscients du fait que leur groupe contre-révolutionnaire avait déjà été infiltré par la Tchéka, la redoutable première police secrète et agence de renseignement soviétique. 2 agents de la Tchéka, prétendant être des lettons mécontents, furent acceptés par Riley. Lorsqu'un 3e agent double fut introduit, Riley et son équipe étaient totalement inconscients que chacun de leurs mouvements était surveillé et que chaque discussion était rapportée à la Tchéka. Les agents ennemis n'aimaient pas que Riley et son groupe ne prévoient aucune violence, alors ils ont semé les graines d'un assassinat. Si l'idée venait à germer, la victoire de propagande lors de la révélation du complot n'en serait que plus précieuse. Le compromis de l'opération par la Tchéka n'était pas la seule chose qui jouait contre eux, fut en titre Gatsraï. La réunion du comité exécutif central soviétique, au cours de laquelle leur plan devait être exécuté, fut reportée peu de temps avant la date prévue. Puis, 2 jours plus tard, le 30 août 1918, un tireur isolé, membre du Parti socialiste révolutionnaire, tenta d'assassiner Lénine. Fania Kaplan tira sur Lénine à 3 reprises à bout portant, alors qu'il quittait une réunion à l'usine Michelson à Moscou. Une balle a frôlé de près son cœur, une autre est passée à quelques millimètres de sa jugulaire, la 3e a traversé son manteau sans lui faire de mal. Lénine, grièvement blessé, a survécu de justesse à l'attaque et souffrira de problèmes de santé pour le reste de sa vie. Cela a marqué un tournant historique. Bien que Kaplan ait agi de manière indépendante et n'ait aucun lien avec le complot de Riley, la Tchéka a utilisé cet incident, ainsi que l'assassinat de leur dirigeant Moïse Uritsky,
le même jour, pour justifier une répression totale contre les opposants politiques. Cela leur a fourni le prétexte pour rétablir la peine capitale et lancer la Terreur rouge. Le filet s'est aussitôt refermé sur tous les impliqués dans le complot Lockhart. Le plan minutieux de Riley s'est totalement effondré. Son réseau s'était désintégré et de nombreux membres furent arrêtés et exécutés. Riley, avec George Alexander Hill, réussit d'abord à semer leurs poursuivants. Riley arrive à l'ambassade britannique à Petrograd pour se réfugier, mais découvre qu'elle vient d'être prise d'assaut par les bolcheviks. La porte de l'ambassade avait été forcée, l'Union Jack arrachée, et le capitaine Francis Cromet, attaché naval britannique, gisait mort au sol après avoir tenté de défendre l'ambassade contre les bolcheviks. Devenu fugitif avec une prime sur sa tête, Reilly dut se cacher. Après une période de discrétion, Reilly parvint à soudoyer son embarquement sur un cargo hollandais, fuyant la Russie et la violence de la révolution bolchevique. Après le complot Lockhart, les relations entre les Alliés et les bolcheviks furent enfin détruites, et la Russie ne participa plus à la guerre. Convaincus d'une menace réelle, les bolcheviks ont construit un récit de trahison étrangère et d'ingérence impérialiste qui a captivé le public russe. La Terreur rouge s'est poursuivie pendant les 4 années suivantes, Lénine et ses camarades ayant une soif inextinguible de massacres politiques et sociaux. Sidney Reilly avait réussi à s'échapper, mais le gouvernement soviétique l'a tout de même jugé par contumace et condamné à mort. Pour la communauté internationale, surtout la Grande-Bretagne, ce complot est devenu une patate chaude politique. Les nations sympathisantes de la cause bolchevique ont pointé un doigt accusateur vers les puissances des Alliés, dénonçant ce qu'elles considéraient comme une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Russie. Ils étaient dans une position précaire, les efforts secrets britanniques en Russie étant désormais dévoilés et anéantis. Alors qu'ils luttaient avec les conséquences, leurs politiques envers le jeune État soviétique devinrent un enchevêtrement confus d'intérêts contradictoires et de demi-mesures. Après sa fuite spectaculaire de Russie, un Sidney Reilly épuisé retourna à Londres en novembre 1918. Il reçut la croix militaire pour ses services rendus à la couronne. Alors que les canons de la Grande Guerre se taisaient, ses activités continuèrent de se concentrer autour de ses convictions farouchement anticommunistes et il resta obsédé par le renversement du régime bolchevique. C'est sa volonté de renverser cette idéologie qui finirait par causer sa chute. Il n'est pas resté longtemps en Angleterre avant d'être renvoyé en Russie pour une nouvelle mission. Fin 1918, il est envoyé avec George Alexander Hill observer la côte de la mer Noire et recueillir des informations pour la conférence de paix à Paris. Agissant sous couverture pour la British Trade Corporation, il est retourné en Russie le 12 décembre 1918. Durant les 2 années suivantes, Reilly s'est encore davantage engagé auprès des Russes blancs durant la guerre civile. Il a été rappelé de ce poste et a voyagé en Europe pour différentes missions. En 1920, Reilly vivait de nouveau à New York où il poursuivait un projet bancaire. Son second mariage bigame avec Nadine Massino s'était alors effondré. Ses nombreuses liaisons y étaient sans doute pour quelque chose. Bien que leur mariage n'ait jamais été légal à l'origine, ils ont tout de même simulé un divorce en 1922. Plus tard cette année-là, Riley rencontra sa future 3e et dernière épouse. Pepita Bobadilla était la riche veuve du dramaturge Charles Haddon Chambers. Ils se sont rencontrés à Berlin en décembre 1922 et mariés à Londres en mai. L'année suivante, bien qu'il n'ait eu aucun grade militaire, Riley se faisait appeler Capitaine Riley, utilisant ce titre pour améliorer ses affaires et son statut social. Peut-être que les jours d'intrigue et de subterfuge de Riley étaient finis. Mais en 1925, il reçut une lettre fatidique qui, pour la dernière fois, allait le propulser tête la première dans le monde secret de l'espionnage international. La lettre était écrite par Ernest Boyce, l'ancien chef du Secret Intelligence Service britannique à Moscou, qui était alors chef de station à Helsingfors, aujourd'hui Helsinki. La lettre, rédigée en code, informait Riley de l'existence d'un groupe clandestin se faisant appeler le Trust.
L'organisation se présentait comme un groupe de résistance anti-bolchevique en Russie soviétique, cherchant de l'aide pour renverser le régime communiste. Riley nourrissait encore l'espoir d'une contre-révolution et voyait là une occasion de faire avancer son agenda anticommuniste. Riley était sceptique mais intrigué. Avec une condamnation à mort qui pesait sur lui en Russie, voyager en Finlande n'était pas sans risque. Mais sur les assurances que lui avait donné ce Boyce quant à la légitimité du trust, Riley accepta de se rendre à Viborg en Finlande pour rencontrer des représentants de haut rang du trust. Une fois sur place en Lankusiode, il reçut suffisamment d'informations pour maintenir son intérêt, mais les 2 agents du trust qu'il rencontra l'encouragèrent à franchir la frontière vers la Russie pour rencontrer d'autres membres haut placés du groupe. Contre son meilleur jugement, Riley accepta et traversa en Russie. Comme vous l'avez sans doute deviné, le Trust était une opération de contre-espionnage soviétique créée par la Tchéka pour piéger Riley et le ramener en Russie. Dès la frontière franchie, Sidney Riley fut arrêté et conduit dans la redoutée prison de la Loubianka à Moscou. Pendant des mois, il fut interrogé et torturé, et finalement le grand maître espion Sidney Riley fut exécuté le 5 novembre 1925 par la direction politique unie d'État. Il reçut la sentence habituelle pour les traîtres soviétiques, une balle de plomb dans l'arrière de la tête. Cela marqua la fin tragique de la vie mouvementée de Sidney Riley, une vie caractérisée par l'aventure, l'intrigue et finalement la tromperie. L'Union soviétique n'a jamais reconnu publiquement son exécution, ce qui a laissé place à des spéculations sur son sort et sur la possibilité que sa disparition ne soit qu'un ultime acte délibéré d'un homme cherchant encore à repartir à zéro. Les rapports officiels sur l'exécution de Sidney Riley n'ont émergé qu'après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques. En regardant en arrière sur la vie de celui qu'on surnommait l'as des espions, la capacité de Sidney Riley à cultiver une aura de secret et d'autopromotion a laissé derrière lui une traînée de récits contradictoires et d'affirmations invérifiables. La tendance de Sidney Riley à embellir ses exploits, combinée à la nature clandestine de son travail, a largement contribué à la croissance du mythe du maître espion qui perdure depuis un siècle. Ce mythe a été renforcé par le livre de sa 3e épouse, Pepita, qui visait à entretenir l'intérêt pour la recherche de Riley après sa disparition en 1925. Présentait une version romancée de sa vie. Malgré les incertitudes entourant de nombreux aspects teints de la vie de Riley, son implication dans des événements mondiaux majeurs, notamment la Première Guerre mondiale, la révolution bolchevique et la guerre civile russe, a solidifié son statut légendaire. Sa vie personnelle, marquée par de multiples mariages, de nombreuses maîtresses et un penchant pour les jeux d'argent à gros enjeux, a encore renforcé l'aura de son mystère. Ian Fleming, le créateur de James Bond, a reconnu que les exploits de Riley ont servi d'inspiration pour l'emblématique espion fictif. Les célèbres propos de Fleming, affirmant que James Bond n'était qu'une absurdité inventée et non un Sidney Riley, mettant en avant la personnalité exceptionnelle de Riley. Les responsables du Military Intelligence, 6 ayant travaillé avec Riley, décrivent une personnalité complexe et contradictoire. Ils ont salué son courage et son intelligence, mais aussi souligné son absence de scrupules et sa tendance à exploiter autrui pour son profit. Son impitoyabilité et son opportunisme faisaient de lui une figure admirée, mais aussi sujette au scepticisme. Quelle que soit votre opinion sur M. Riley, nous pouvons aujourd'hui profiter des récits associés à sa vie parce qu'il n'a jamais laissé la vérité gêner une bonne histoire. C'était un homme aux nombreux noms et toujours en fuite, mais peut-être que depuis le début, Sidney Riley ne faisait que fuir sa propre ombre.